Bienvenue sur la chaîne des Red Flagueuses, le podcast qui vous aide à comprendre les situations et les systèmes toxiques et à essayer de les éviter à la lumière du féminisme et des expériences des invités et de votre hôte. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue sur la chaîne de podcast Les Red Flagueuses, je suis Marie-Lise et aujourd'hui, épisode spécial 25 novembre. Pour rappel, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un épisode particulier aujourd'hui, non seulement parce que j'y reçois avec grande joie Céline Lelarge et Laure Martin qui luttent au quotidien contre les violences faites aux femmes et aux enfants, mais aussi parce qu'aujourd'hui je fête mes 3 ans de liberté, mes 3 ans de libération d'une relation toxique et violente. Ces 3 ans de libération, ces 3 ans de reconstruction, c'est aussi les 3 ans des Red Flagueuses. Puisque la première nuit, lorsque je me suis retrouvée dans mon lit d'enfance, dans ma petite chambre chez mes parents entourée de caisses, je m'étais fait la promesse que je devais transformer cette expérience en quelque chose de constructif, quelque chose de fort. Et donc nous voilà 3 ans plus tard pour un 3e épisode dans l'ensemble de ce produit pour les Red Flagueuses consacré à la question des violences faites aux femmes. Vous en trouverez un, c'est-à-dire le tout premier de la première saison, qui parle de notre parcours de victime avec mon amie Sarah. Vous avez aussi un épisode lors de la saison 2 avec Annick sur la thérapie féministe et notamment le traitement des séquelles et des traumas liés aux violences. Et enfin aujourd'hui, un moment consacré à tout ce qu'il est encore urgent de mener comme combat pour aider au quotidien les victimes de violences. Pour moi, c'est un épisode conclusif parce que j'ai envie d'amener les Red Flagueuses vers d'autres réflexions, vers d'autres thématiques. C'est loin d'être la fin de notre combat militant. Il y a des besoins énormes sur le terrain et les politiques actuelles ne nous aideront pas à les mettre en place. De là l'importance de la solidarité et de la sororité pour continuer à mener le combat et à surtout agir en amont pour que plus aucune d'entre nous, plus aucun enfant et plus aucun homme n'ait à subir de la violence dans son cadre familial et dans son quotidien. C'est un pari énorme, mais c'est un pari que je veux tenir. Et si vous avez envie de me soutenir et de nous soutenir, n'hésitez pas à partager le plus possible cet épisode. Parce qu'au plus nous toucherons de gens, au plus nous pourrons aider au quotidien à réparer, si c'est possible de le faire, à accompagner, mais surtout à éviter que les traumas ne se creusent et deviennent permanents pour ceux et celles qui ont dû traverser ces épreuves. Merci pour votre écoute. Cet épisode est un petit peu moins monté que d'habitude, j'ai voulu laisser filer la conversation. J'ai quand même essayé de vous proposer une petite ambiance sonore relativement confortable. Et attention, trigger warning, nous abordons des sujets qui sont particulièrement lourds, donc nous vous invitons à écouter l'épisode dans les conditions les meilleures possibles. On se retrouve en conclusion. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Céline Lelarge, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis bientôt 3 ans, donc ça passe assez vite. Mais depuis peu, je suis engagée comme bénévole au service d'aide aux justiciables de Verviers, donc comme père aidante. Et une père aidante, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une personne qui a une expertise en fait sur un vécu, et dans mon cas, c'est un vécu de violence sexuelle. Et j'interviens dans plusieurs projets comme les groupes de parole, les formations professionnelles et d'autres projets qui ont du sens pour moi. Bonjour, moi je m'appelle Laure Martin, j'ai 43 ans et j'essaye de me résumer en disant que je suis à la fois autrice et accompagnatrice de nouveaux récits individuels et collectifs. Je le fais de 2 façons. La première façon, c'est la littérature. Donc, j'écris des romans, des histoires, des textes
Et j'ai d'autres envies aussi de narration. Et à la fois, j'accompagne des individus et des collectifs qui ont envie de changement. Et je m'intéresse en particulier aux places asymétriques et aux postures de pouvoir. Comment est-ce qu'on habite ces espaces et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Voilà. Ok, super. Alors la première question que je nous pose à toutes les trois, puisque étant moi aussi victime de violence, parce que toutes les trois on peut le dire, on n'est pas là pour rien aujourd'hui. On aurait bien voulu s'en passer, mais voilà. C'est comme ça. On va faire quelque chose de beau. En tout cas, on va essayer de quelque chose de constructif de ce qu'on a vécu. Mais pour l'instant, je m'interroge très fort sur le post-trauma, la post-agression. Je ne sais pas comment on doit appeler, l'après. Voilà, la question de l'après. Parce que s'il y a bien une chose que je n'ai absolument pas vu venir, c'est cette lente infusion des effets de ce qu'on a vécu sur notre vie, même quand on a l'impression qu'en fait on est revenu de tout, qu'on a vaincu, que tout va bien. Un exemple, je devais déposer mon fils dans le village à côté de celui où vit mon agresseur et j'étais incapable de dépasser une certaine limite. J'ai dû m'arrêter sur un parking et demander à la maman du copain chez qui mon fils était invité de venir chercher mon fils. J'étais incapable d'aller plus loin, d'aller près de ce lieu où potentiellement j'aurais pu croiser cette personne. Et c'est ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce qu'on guérit complètement ? Alors que finalement, je suis une bonne élève, je suis une thérapie, j'ai une vie active, je construis des projets autour de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et contre la violence en général. Et malgré ça, j'ai l'impression d'être trahie par moi-même, par mon psychisme, par mon corps à certains moments. Et donc ma réflexion, c'est tout finalement cet inconnu, cet iceberg dont on ne connaît que la surface, et tout ce qui va, toutes ces racines qui sont invisibles et qu'on continue à devoir, on continue à devoir vivre avec ça et composer avec ça au quotidien. Moi, ça me fait beaucoup écho ce que tu viens d'expliquer parce que justement, j'en parlais encore tout à l'heure avant de venir ici avec une copine que moi, j'ai été longtemps dans une quête de guérir à tout prix. Donc, j'ai tout essayé. L'autodéfense féministe, les soins énergétiques, les psys, les médocs, écrire, le développement personnel. Enfin, j'ai vraiment tout testé. Et puis, à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais pourquoi tout le temps courir après ça à tout prix, alors que de toute façon, ce sera jamais comme avant. Maintenant, moi, je peux dire, ma guérison, ma réparation, en parenthèse, c'est d'être redevenue fonctionnelle. Donc, avoir un travail, sortir de chez moi, manger 3 repas par jour. Et pour ça, c'est une normalité qui est revenue, mais je ne serai jamais comme avant. Donc je ne sais pas si vraiment je réponds à ta question, mais en tout cas, il y a vraiment une petite bulle comme ça qui s'est ouverte dans mon cerveau et qui m'a fait penser à ça. Est-ce qu'on ne nous forcerait pas justement à être guéris ? Est-ce que ça n'arrangerait pas la société, notre entourage, sans présumer de l'amour et de l'affection et de l'encadrement qu'on peut avoir dans nos réseaux privés ? Bien sûr, parce qu'on dérange. Quand on ne va pas bien, on dérange. En fait, j'ai jamais autant retrouvé de la valeur dans les yeux de la société depuis que j'ai perdu du poids et depuis que j'ai retrouvé un travail. Quand j'étais pas bien, il n'y avait personne. Et maintenant que je vais bien selon les codes de la société, là, j'ai retrouvé une valeur, en fait. Et c'est quelque chose qui est assez frustrant et auquel moi, j'adhère pas du tout. Parce que c'est pas comme ça que moi, je vois les choses, que je vois la vie. On a de la valeur, peu importe le stade où on est, peu importe le contrat, peu importe... Donc voilà. On reviendra sur la notion du fait de déranger, hein. Mais je vous pose la question à toutes les deux aussi sur ce constat qu'en fait les personnes qui sont témoins de notre parcours ne comprennent pas toujours les traces que ça laisse. Parce qu'ils et elles ne peuvent pas concevoir ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on doit composer ou est-ce qu'on peut vraiment à un moment donné expliquer les traumas, ce qu'on a vécu vraiment ? Je pense à ton livre, notamment Laure, qui pour moi, des retours que j'ai de mon expérience, est quand même
une belle tarte dans la figure pour la plupart des gens qui ne connaissent pas ces réalités-là. Déjà, moi, mon livre parle en effet de ça. C'est-à-dire, et j'avais un parti pris littéraire qui était de dire, moi, je lis beaucoup d'essais sur les violences. J'aime beaucoup l'apport conceptuel et cognitif. Mais moi, j'avais envie de raconter quelque chose qui parlait à nos sens parce que je sais que le changement, le mouvement ne vient que de l'émotion. Donc, j'avais envie de me positionner à cet endroit-là. J'en avais marre d'être une statistique parmi tout un lot de statistiques et je voulais dire voilà ce que ça produit sur un corps et sur une existence, voilà ce que ça mobilise. Alors, moi, la question de la réparation, elle ne se pose pas parce que j'ai été victime de violences dans l'enfance. Je considère que ça a commencé vers 6-7 ans. Donc, je n'ai pas souvenir d'un état de moi non violenté. Donc, c'est pas comme j'avais pas la grippe, j'ai la grippe et je cherche à retrouver l'état d'après. Moi, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que quand Céline, elle parle de fonctionnalité, moi, ça me parle beaucoup. Je ne guérirai jamais. Moi, je dis souvent, avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance ou de l'inceste, c'est comme si on vous amputait les 2 jambes à mi-cuisse. Et en fait, aujourd'hui, dans nos sociétés, on vous dit, sois comme les autres, marche comme les autres. Comme si personne ne voulait voir quand vous avez enlevé la moitié des jambes. On peut vivre avec des demi-jambes. On peut mettre des prothèses, avoir des fauteuils roulants, faire de la kiné toutes les semaines. Il y a plein de façons, en fait, d'être fonctionnel avec ça. Mais si tout le monde fait semblant de vous demander de courir comme quelqu'un qui aurait 2 jambes pleines, là, ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai mis des années, en fait, à accepter que je n'étais pas normale. Pas au sens de « je suis un monstre », mais au sens de « j'ai été façonnée différemment ». La société est faite pour un attendu de normalité qui, au final, ne colle pas à grand monde, mais moi, je n'y arrivais pas. Donc, j'ai aussi eu des périodes d'effondrement. Aujourd'hui, je pense avoir stabilisé une fonctionnalité qui repose sur énormément de choses, qui est fragile. Je me lève le matin, j'ai des enfants que j'aime, je fais mes rendez-vous médicaux, j'ai du travail, enfin tout ça. Mais moi, à côté de moi, vraiment sur ma hanche, sur ma cuisse, il y a un abîme, un gouffre dans lequel je peux tomber n'importe quand et je vis avec ce danger-là en permanence. Je le sais. Je sais que ce sera toujours comme ça. En tout cas, peut-être que si demain la société changeait totalement, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'espoir d'autre chose et je ne voudrais pas une autre vie que la mienne pour autant. Mais par contre, non, je pense qu'on ne se répare pas. Je pense qu'on apprend à vivre avec, que ce serait facilitant que la société, elle travaille sur ce comment on vit avec plutôt que le comment est-ce qu'on essaye d'effacer, parce que le trauma, il est ancré en nous. L'infraction psychique. Moi, aujourd'hui, j'ai enfin obtenu une reconnaissance de handicap. C'est une démarche que j'ai faite presque par pédagogie politique pour qu'il y ait une reconnaissance de ça. Et tout le problème de la reconnaissance du handicap, c'est comme si demain, je traverse la route, je me prends un camion, j'ai un bras pété, je vais avoir une reconnaissance. On ne dira pas que c'est de la faute du camion. Moi, j'ai une reconnaissance de handicap parce que subir des infractions sexuelles comme ça dans l'enfance, ça façonne votre cerveau, votre système neurologique d'une façon qui fait que vous êtes en hypervigilance. Il y a plein de choses qui se structurent en vous. Donc, non, je ne pense pas qu'on se répare. Je pense que la réparation, ce n'est pas un objectif à viser. Il y a des éléments réparateurs qui peuvent être mis en place. Mais espérer retrouver un état d'avant qui effacerait l'infraction, ça me dérange même. Ça n'existe pas, en fait. Est-ce qu'on pourrait citer toutes les 3 les effets pour que les gens vraiment, les personnes qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices et les auditrices puissent visualiser. Mais si je peux rebondir avant de répondre à ta question, justement, être fonctionnel, ça demande énormément d'efforts, énormément d'énergie et c'est une victoire, mais qui peut basculer très vite en fonction des éléments, en fonction des déclencheurs. Donc moi, je savoure pour le moment cette accalmie, c'est comme ça que je l'appelle.
Et je sais que je pourrais rebasculer, tout simplement. Sinon, pour répondre à ta question, moi, personnellement, les effets du trauma sur mon corps, sur mon esprit, je vais d'abord passer par une phase aussi d'amnésie traumatique, une amnésie partielle, qui restera toujours partielle, étant donné que j'avais eu consommation d'alcool. Donc au niveau du cerveau, voilà, ça a disparu, si on peut dire ça comme ça. Mon corps le sait, mais mon cerveau ne sait pas tout, et d'un côté, tant mieux. Puis quand il y a eu la levée d'amnésie, là, c'était énormément d'hypervigilance, de cauchemars. J'ai commencé à faire aussi des paralysies du sommeil. Je ne sais pas si ça te parle, cet état, mais c'est pas gai du tout, ça fait peur. On a un peu des hallucinations comme ça. J'ai eu des troubles alimentaires, troubles de comportement alimentaire. Je crois que la liste, elle est super longue. Mais avant la levée d'amnésie traumatique, donc j'étais vraiment dans un déni, dans un état dissociatif assez extrême. Et j'avais beaucoup de conduites dissociantes déjà, que ce soit avec l'alcool, déjà un peu avec l'alimentation, le sport. Mais voilà. Donc tu veux dire que tu faisais beaucoup trop de sport, par exemple, ou plus du tout? C'était trop ou plus du tout, non. C'était plus que c'était un moyen de réapproprier le corps, en tout cas de reprendre le contrôle sur quelque chose à travers le sport et l'alimentation. Puis après, ça a vrillé au moment de la levée d'amnésie, où là... Ah oui, ok, tu as eu une phase où tu avais trouvé des moyens de canaliser, et puis après... Oui, inconscient, évidemment. Inconscient, oui. Ça, en fait, après les faits, j'étais vraiment dans un état, en fait, je me disais, mais qu'est-ce qui t'a pris, Céline? Tu te respectes pas, ça va pas, en fait, il faut faire quelque chose. Et je me souviens que très rapidement, je m'étais mis à chercher un emploi étudiant. J'étais encore en dernière année d'assistante sociale, mais j'étais en prolongation de session, donc j'avais un parcours plus large, vu que j'avais que des examens à repasser. Donc voilà, je m'étais inscrite pour faire un job étudiant. J'ai commencé à faire régime, à faire du sport, et j'étais vraiment dans un mode « Allez Céline, tu fais n'importe quoi, remets-toi correctement, quoi ». Et puis après, il y a eu la levée d'amnésie où là, tout a pété et où c'était compliqué de fonctionner et de voilà. Oui, je vois bien. Moi, évidemment, j'ai pas a priori subi de violence sexuelle. J'ai eu ce qu'on peut considérer une agression sexuelle par rapport au code pénal, c'est-à-dire un retrait de préservatif dans une relation consentie. Donc voilà, ça a été traumatique après, mais je n'ai pas eu l'impression au moment même de vivre une violence. Mais par contre, j'ai subi de la violence intrafamiliale avec un ex-partenaire. Et moi, ce que j'ai comme principal symptôme que je n'accepte toujours pas d'admettre, c'est une anxiété énorme. Avec des insomnies parfois, même si ça va beaucoup mieux par rapport aux 3 premiers mois qui ont suivi mon départ, où là, je dormais quand même 3 heures par nuit pendant 3 mois, c'est quand même pas beaucoup. Et toujours ce sentiment d'être quand même sur le qui-vive, notamment par rapport à la perception que les autres peuvent avoir de moi et par rapport à leurs réactions. C'est-à-dire que j'anticipe les réactions violentes. L'agressivité est insupportable pour moi, en fait. Est devenue insupportable. Mais pourtant, moi-même, je peux l'être à certains moments. Donc voilà. Mais vraiment, une voix qui s'élève, quelqu'un qui va vraiment exprimer une colère, mais dont j'aurais pas pu suivre le fil et comprendre que bon, là, ok, c'est la 4e fois que la personne se pète l'orteil sur le bord du lit. Bon, allez, on admet. Oui, vraiment, les expressions de colère, et notamment des hommes, sont devenues insupportables pour mon psychisme. Je suis tombée dans un piège il y a quelques jours après mon départ. En fait, la ville de Namur avait demandé à des comédiens, lors d'une activité, une expo sur les violences faites aux femmes, les chaussures rouges. Donc les chaussures des victimes de féminicide notamment sont représentées par une paire de chaussures rouges, et en fait les 2 comédiens, sans qu'on le sache, ont interprété une dispute de couple où lui était agressif et violent verbalement et elle était la victime. J'ai failli faire un arrêt cardiaque, quoi, tellement j'ai été comme un lapin pris dans un piège, quoi. Et ça, par exemple, c'est un phénomène que j'ai encore du mal parfois à voir les effets. Et j'ai l'impression de continuer à les découvrir au fur et à mesure.
même si j'estime que je m'en sors quand même très bien, hein, puisque je suis restée fonctionnelle. Je n'ai pas eu d'arrêt de travail, je n'ai pas fait de dépression au sens où ça m'a bloquée dans mes activités. Mais parfois, j'ai parfois ce sentiment de me dire, est-ce que ça ne va pas arriver après ? J'ai un peu cette crainte. Je pense que non. Mais je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire en exprimant ce qui nous est arrivé et ce qu'on ressent et les séquelles que ça peut avoir, c'est de permettre aux victimes aussi de les identifier plus vite. Ce que tu dis là, en fait, ce sont des déclencheurs. Dans le mécanisme du stress post-traumatique, ça peut être un bruit, un son, une odeur, une situation qui va redéclencher la mémoire traumatique et qui va nous donner l'impression d'être dans un événement traumatisant qu'on a vécu ou dans une potentielle nouvelle menace. Et on vrille, quoi, tout simplement. On dissocie, on ne contrôle pas nos émotions. On n'est pas bien, quoi. C'est ça. On ne se sent pas bien dans sa peau. C'est vraiment et puis, on culpabilise après. Quand on redescend, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne va pas. Enfin, moi, j'ai eu longtemps des réactions comme ça sans les comprendre. Et en fait, un jour, j'ai fait un peu des recherches comme ça sur Internet et je suis tombée sur les travaux de Muriel Salmona. Et en fait, j'ai compris que je n'étais pas folle. Ouais. Donc, savoir, c'est aussi reprendre confiance en soi, comprendre ses fonctionnements. Et ça fait partie de la guérison, entre parenthèses, la réparation. C'est de déculpabiliser par rapport à tous ces comportements-là qui ne nous appartiennent pas au final. Oui, tout à fait. Ouais, et du coup, peut-être pour compléter ce que vous avez déjà dit sur les conséquences, encore une fois, moi, c'est arrivé principalement dans l'enfance, donc j'ai peut-être plus de recul que vous. Moi, il y a des conséquences, bien évidemment, sur ma santé. J'ai développé des douleurs corporelles, notamment pelviennes extrêmement fortes, qui ont conduit à des opérations. En fait, on sait aujourd'hui que chez les personnes qui sont victimes, souffrant d'endométriose ou de plein de maladies, qu'il y a une prévalence très forte de femmes qui ont subi des violences sexuelles notamment. Ça ne veut pas dire que l'endométriose est psychologique et que c'est une réaction. Ça veut dire que nos corps ne sont pas des objets déconnectés de ce qu'on ressent. Donc, moi, il y a eu des problèmes de santé physique assez graves qui ont conduit à des opérations d'ablation de certains de mes organes, donc des choses quand même compliquées avec des douleurs chroniques. Il y a clairement aujourd'hui des empêchements dans ma parentalité. Moi, je ne peux plus, je n'ai pas touché le corps de mes enfants dénudés depuis qu'ils ont 2 ans. Très tôt, mes enfants ont dû apprendre à commettre des gestes d'hygiène et s'il leur restait du caca aux fesses, c'était pas un problème. Moi, je pouvais pas toucher. Assez tôt, je n'ai plus pu aller m'asseoir sur le bord du lit de mes enfants le soir pour lire une histoire parce que c'est des moments, voilà, le baiser du soir, c'était des moments où moi, mon grand-père me violentait. Donc, c'est empêchant quand on est maman solo de pas aller faire le baiser au lit parce que sinon, ça va vous réactiver une nuit de cauchemar. Et donc voilà, moi, il y a beaucoup d'endroits qui peuvent réactiver des boucles traumatiques. Aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin de faire des examens type coloscopie que je ne fais pas, quitte à prendre un risque sur ma santé parce que l'hypothèse est en anesthésie générale avec un médecin qui mettra quelque chose dans mon anus. Je sais très bien que je vais en avoir pour 6 mois. D'anxiété, d'épuisement, de cauchemar, ce genre de choses. Et donc, en fait, pour ne pas réactiver des boucles traumatiques, pour rester fonctionnel, il y a ce coût d'évitement d'une multitude de situations. Pour tenir dans la durée par rapport à tous ces traumas, moi, j'ai besoin d'avoir une rigueur sur mon hygiène de vie extrêmement forte. Je dois bien dormir, je ne peux pas boire d'alcool, je ne peux pas consommer de stupéfiants, même pour rigoler de temps en temps. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire parce que sinon, je mets en péril ma fonctionnalité. J'ai aussi connu des troubles alimentaires, comme beaucoup de gens. Et puis, les conséquences dont on parle moins, c'est... moi, je prends mon exemple, j'ai une famille assez bourgeoise. Mon frère, ma sœur, mes cousins, cousines ont tous aujourd'hui, alors que je suis l'aînée de tous, un patrimoine économique et immobilier plutôt très important. Moi, je suis précaire. Je suis précaire parce qu'en fait, ma vie, elle est faite de coupures, de moments, j'ai eu plusieurs dépressions, j'ai essayé de me suicider. Donc, il y a aussi quelque chose qui, je pense, est insuffisamment documenté et nommé, c'est quoi l'impact sur une carrière, sur une vie économique ? Parce que très souvent, ça génère des endroits de fragilité, de précarité. Quand vous investissez l'essentiel de votre énergie dans le fait de rester fonctionnel malgré le trauma, vous ne développez pas une carrière, d'autres iraient faire un doctorat, vous essayez juste de gérer, quoi. Donc il y a ça. Et puis moi, il y a eu par le passé des conduites à risque.
des comportements dissociatifs où en final on est tellement habitué à être façonné par le désir de l'autre qu'on laisse des partenaires mal se comporter avec vous. Ça, je pense que c'est pas forcément propre aux victimes de violences sexuelles dans l'enfance. On est aussi beaucoup conditionné en tant qu'objet, en tant que femme. C'est une trajectoire de vie peut-être de conquérir ça, mais les conséquences en fait elles sont multiples et elles rendent la vie beaucoup plus pénible ou difficile, à tel point que pour certaines personnes, parce qu'on connaît aussi la prévalence chez les personnes en hôpital psychiatrique ou qui se suicident de violences sexuelles ou physiques, en fait, parfois ça rend la vie tellement fatigante qu'on préfère arrêter de vivre. Et la question que moi j'aime bien poser aussi, peut-être en ouverture, c'est nous on parle de nos conséquences sur nos vies, et je pense qu'un auditeur il pourrait dire ouais mais ils sont gentils, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie de Marie, Céline et Laure, chacun sa merde. Sauf qu'en fait c'est quoi le coût social de ça? Qu'est-ce que moi, toi Céline, on aurait pu bâtir de nos vies? On est toutes dans le secteur social, on a je pense vraiment des compétences pro. Moi toute cette énergie que j'ai dû mettre, pas à me réparer, à genre rester fonctionnelle. Qu'est-ce qu'elle aurait pu transformer dans le monde en fait? Qu'est-ce qu'elle aurait pu produire, faire émerger de beauté, de soins, de tout ça si j'avais pas eu à la mettre à cet endroit-là? Mon intelligence, elle aurait pu aller où en fait? Mes moyens, ils auraient pu aller où? Moi, je pense que j'ai dû dépenser dans ma vie entre 20 et 50 000 euros de psychologue, thérapeute en tout genre, accompagnement divers et variés, compensation d'arrêt maladie liés à tout ça. C'est énorme en fait. Et donc à un moment, on est dans des gouvernements, des pays qui sont toujours en train d'aller chercher des économies, des machins, mais où est-ce qu'on regarde le manque à gagner de ça en fait? Où est-ce qu'on regarde ce que ça coûte à nos sociétés, ce que nous, en tant que femmes, on pourrait apporter au monde et qu'on n'apporte pas parce qu'en fait, on doit mettre... Alors, on essaye parfois de transformer, c'est ce qu'on fait avec ce podcast, c'est ce que tu faisais dans tes combats, mais on aurait autre chose à faire quoi, que de toujours réparer ça. À un moment, il va falloir qu'on... Et je pense que tant qu'il n'y aura pas des tableaux Excel qui disent combien ça coûte à la Sécu, aux assurances, etc., voilà, quand est-ce qu'on va aller là-dessus quoi? Il y a le livre de Lucie Patavin, Le coût de la virilité. Je ne sais plus s'il y a un chapitre spécifique là-dessus, parce que je l'ai lu il y a longtemps, il faut que je le relise. Mais oui, c'est clairement les violences coûtent des fortunes, que ce soit les guerres, les assassinats dans la rue, parce que les hommes sont particulièrement victimes dans ces cas-là de décès prématurés, mais évidemment toutes les violences intrafamiliales. Si on pouvait déjà faire la facture de tout ça, on pourrait faire des économies. Mais bon, on va continuer à les raquer dans le secteur social et laisser les grandes entreprises et les milliardaires faire ce qu'ils veulent. Voilà. Hein. Manif demain? Non, la semaine prochaine. Crève. Moi, il y a un sujet sur lequel les gens reviennent très régulièrement, ou que je devance quand je fais des séances de sensibilisation, des formations, c'est pourquoi est-ce que la victime reste dans la relation et ne fuit pas dès qu'il y a un premier signe de situation violente. Bon, je ne vais pas vous faire un cours, vous savez, mais c'est vraiment... Enfin, je trouve que, de nouveau, donc la première phase de discussion, c'était par rapport au fait qu'on devait donner le change et finalement continuer à fonctionner, être fonctionnel coûte que coûte, alors qu'on avait quand même des fameuses casseroles à gérer au quotidien. Deuxième phase, en fait, un peu où on nous fait peser la responsabilité de notre situation, c'est la responsabilité d'avoir été exposé à la violence de quelqu'un d'autre. Jusqu'à preuve du contraire, les gens sont responsables de leur propre violence et pas les gens qui sont agressés. Mais il y a vraiment cette... particulièrement, moi, je parlerai dans le cas des violences où on a le partenaire toujours dans le coin et qu'on est adulte. Évidemment, quand on est enfant, c'est encore autre chose. Mais c'est à la peau dure. Hein. C'est compliqué. Hein. Alors moi, je veux bien répondre parce que quand on est enfant, c'est pas autre chose. Hein. Non. C'est que moi, on me dit aujourd'hui, mais pourquoi t'as pas parlé plus tôt? Ah oui, ok. Mais bien entendu, mais tout enfant entend ça. Tout enfant entend... si ça avait été vrai, il y a toujours une culpabilisation de la victime, même chez les enfants. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Notamment sur le sujet de la violence
moi, je peux apporter qu'une réponse qui parle de moi. En fait, on reste déjà parce qu'on a peur. En fait, quand on est dans des situations de violence, on a une dérégulation totale de notre système nerveux central qui nous empêche de penser dans la cohérence. C'est des choses qui sont démontrées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cerveau limbique s'active, en fait, on n'arrive plus à construire des pensées. On vit dans la terreur. On croit que c'est normal. Quand on a baigné dans la maltraitance, dans la violence, c'est une normalité. Donc, comment se déconstruire de ça si on ne sait pas que c'est pas normal ? Alors, il y a ça, et on croit que c'est normal. Il y a aussi le fait, et on va pas se mentir, une question de limite. Au bout d'un moment, si tous les jours, je te brûle le petit doigt avec une allumette en train d'être éteinte, il va se créer une forme de peau dure qui fait que tu as l'impression qu'à cet endroit-là, en fait, tu n'as plus mal, sauf que la calcification de ton doigt, elle va t'empêcher de le bouger au bout d'un moment. Donc, il y a ça. Et puis, en fait, ensuite, il y a toujours la question de, puisque socialement, les violences qu'on subit, elles sont normalisées, en fait, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je ne suis pas en train de surinterpréter ? Est-ce qu'il m'a vraiment violée ou est-ce que c'est moi qui ? Est-ce qu'au final, je ne l'avais pas un peu trop provoqué ? C'est ce qui fait qu'il s'est mis à hurler, à casser des assiettes ou à m'en coller une. Donc, en fait, malheureusement encore, le premier réflexe, parce on a grandi Chloé Thébault, elle en parle dans son livre, on a grandi dans une société où on voyait dans les films les mecs plaquer des meufs au mur pour leur rouler des pelles et on trouvait ça romantique. Donc, en fait, nos alertes sensorielles et cognitives, elles sont déréglées. Et donc, à un moment, si on n'a pas quelque chose socialement qui nous dit, à partir du moment, à la première gifle, système d'alerte, on part, mais sauf qu'en fait, quand bien même tu partirais, en général, t'as un flic qui dit c'est une gifle. Des copines, elles vont dire attends, vous êtes engueulés, vous êtes un couple passionnel. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas à construire dans l'individualité, c'est pas du développement personnel, c'est socialement. C'est quand est-ce qu'on dit à un enfant, si tu te sens mal à l'aise dans ton intimité avec un adulte, il faut en parler. Moi, je dis tout le temps à mes proches, si vous avez le moindre doute un jour sur le fait que je puisse commettre des violences physiques ou sexuelles à l'égard de mes enfants, portez plainte immédiatement, qu'il y ait une enquête. Et moi, je préfère 1000 fois que vous ayez porté plainte et être dérangé dans mon confort de parent à devoir me justifier de choses, plutôt que d'avoir émis l'hypothèse qu'en fait, on passe à côté. Et est-ce qu'on fait ça ? Enfin, je veux dire, à un moment, moi, je veux bien qu'on dise aux femmes qui se sont battues pourquoi tu t'es pas barrée, ou aux femmes qui se retrouvent avec un mec violent, pourquoi tu l'as laissé te violer. Mais et toi, quand tu vois dans un bar un mec agressif avec une nana, est-ce que tu fais quelque chose ? Quand t'entends ta voisine crier, est-ce que tu montes ? Parce qu'en fait, moi, je n'accepte pas cette question en tant que victime quand on est dans une société aussi peu exemplaire. Le jour où toute la société sera exemplaire sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, je veux bien entendre ma responsabilité individuelle, mais d'abord que le collectif se mette en règle. Parce que je ne peux pas, moi, en tant que femme violentée, en plus, devoir porter un espèce de rôle d'héroïne. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux plus entendre. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Laure, par rapport justement à la passivité des témoins, et qui pour moi est une forme de complicité. Alors, on nous demande plein de choses, nous, en tant que victimes, mais c'est clair que c'est aussi à la société collectivement à mettre des choses en place pour qu'on atteigne la résilience qu'on attend de nous. J'ai écouté Et peut-être une nuit, donc le podcast qui est c'est ça, voilà, qui est extraordinaire et qui m'a, le jour des inondations à Liège, tu te souviens, en 2021, je raclais mon garage et j'écoutais ça en même temps, c'était apocalyptique. Et quand elle explique que le fait d'observer dans la société la non-réaction des témoins, notamment dans les classes d'enfants, quand on sait qu'il y a au moins sur une classe de 20 élèves, deux enfants qui sont probablement victimes de violences, mais qu'en fait, il ne se passe rien à part le fait d'observer que ces enfants ont parfois des comportements inadaptés, mais qu'il n'y a pas de réaction particulière. C'est un apprentissage intériorisé du fait que quand on dénonce quelque chose, il ne se passera rien. Et au contraire, on va devoir payer une facture supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortement éclairée. C'est le silence qui nous protège de ne pas être le nouveau bouc émissaire du groupe.
Et ça me fait penser évidemment aux violences en entreprise, aux violences dans un groupe d'amis, systémiques, partout où on peut l'observer. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait profondément marqué, qu'on a une responsabilité d'observatrice et d'observateur et d'acteur par rapport aux violences, effectivement, et que moi je suis née en 1979, donc j'ai 46 ans, et dans ma vingtaine, quand il y avait des violences, c'était une affaire de couple. C'était une affaire de famille. Et c'était des crimes passionnels, c'était... bien entendu. Puis les nanas étaient folles. C'est ça. Il y avait quand même beaucoup de ça. Et hystérique. Quand tu lis aujourd'hui, ça commence à être documenté. Il y a des très bons ouvrages là récemment sur le sujet. L'histoire de la psychiatrie féminine. En fait, depuis très longtemps, quand tu parles, quand tu dénonces, toute la psychanalyse freudienne est fondée sur le refus de croire les femmes victimes. Toutes les théories freudiennes sont fondées là-dessus. C'est quand même compliqué. Et moi, tu vois, quand aujourd'hui on demande aux victimes pourquoi elles ne réagissent pas, moi, la question que je me pose, c'est quand aujourd'hui on sait que c'est au moins 3 enfants par classe de CM2, et à un moment, si on a l'occasion, je reviendrai sur ce chiffre, qui sont victimes de violences. On le sait, c'est démontré. C'est des commissions interministérielles. Au niveau européen, on pense même que c'est plus. Pourquoi il n'y a pas systématiquement des questions là-dessus? Pourquoi, alors qu'on sait qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales, qu'une femme sur 2 a subi un viol, quand moi je vais voir un médecin, n'importe lequel, la question ne m'est jamais posée. On me demande mes antécédents médicaux, on me demande s'il y a du diabète dans la famille, on ne me demande pas, alors que statistiquement, il y a une forte probabilité pour que on ne me demande pas si j'ai été victime de ça. Ça ne fait pas partie des questionnaires de santé. Ce serait quand même pas très compliqué. Et ça ne fait pas partie tout simplement du package des études des médecins. En fait, c'est toujours des options. Il y en a qui décident de se former en complément là-dessus, mais ça ne fait jamais partie du pack. Idem chez les enseignants en Belgique. J'ai demandé En fait, il y a un mépris sur ça. On ne veut pas en parler. Un mépris et puis des rendez-vous manqués, parce que sur l'ensemble des 4 ans de formation d'un enseignant ou d'une enseignante qui va former dans le secondaire, il y a entre 2 et 3 jours qui sont consacrés dans sa formation à la question de l'intersectionnalité, des questions de genre, des questions de violence. Donc, si cette étudiante ou cet étudiant-là est moins en forme ce jour-là, est absent parce qu'il est malade ou n'a pas d'intérêt a priori, mais il n'y a que dans la répétition qu'on peut vraiment mettre en place un apprentissage. Et donc, le temps consacré à ces questions-là dans la formation des enseignants, mais qui ne doivent pas porter la responsabilité de toute la société, on est bien d'accord. Je suis fille d'enseignant, je sais qu'on leur met sur les épaules beaucoup de choses, mais ça veut donc dire que si déjà des enseignants qui ont des enfants de 12 ans ont un très peu de formation par rapport à ça, je n'ose imaginer en médecine et dans d'autres métiers qui ont un prestige intellectuel plus important, où on va considérer finalement que c'est accessoire, en fait, ces questions-là. Oui, mais en fait, ça, tu vois, pour moi, c'est du blabla. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un médecin, quand tu rencontres un médecin, il te pose des questions. On ne lui demande pas de gérer ton trauma. Oui. On lui demande de te poser une question. Si tu vas voir ton généraliste, si tu es diabétique, il ne va pas d'un coup te faire une prise de sang. Non. On demande que ça fasse partie d'un quotidien, qu'on arrête de faire semblant que ça n'existe pas et que c'est que des viols qui sont faits sur des parkings anecdotiques. On demande que la question elle soit systématisée. Tu vois, il n'y a pas à être psychologue, en fait. Après, pour les enseignants, je pense que c'est différent. Quand tu deviens prof, ton but, c'est pas de faire de la protection de l'enfance, c'est de transmettre des savoirs et des compétences. Par contre, pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas? Alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, il y a des projets de loi avec des personnes, c'est écrit dans la loi depuis la nuit des temps, enfin depuis très longtemps, pas la nuit des temps, mais on doit intervenir en milieu scolaire pour parler. On a du matériel pédagogique adapté. On a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai été bénévole au planning familial, on souhaite le faire, et en fait, tu as des leviers de bouclier. Mais moi, à un moment, je vous le dis très clairement, demain, des parents d'élèves qui refusent qu'une association vienne faire de la prévention violence sexuelle en école, je voudrais qu'un flic aille interroger les parents. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est-à-dire, à un moment, ces signaux faibles-là, parce que je ne sais pas ce qu'on raconte, mais les contenus, c'est vraiment pas des contenus traumatisants pour les gamins. Il n'y a pas d'injonction à la sexualité. Enfin, tous les espèces de bruits de couloir qu'on entend. Donc, en fait, parce que moi, les profs, je trouve que c'est pas les bons intermédiaires. Pour le coup, c'est pas. Il y a déjà trop de choses à porter, mais on peut tout à fait avoir quelque chose dans l'école. Je veux dire, les médecins, pour moi, on oblige les vaccinations sur les enfants. Le dépistage des violences sexuelles, il est possible. Moi, j'ai été amenée chez des médecins pour des questions de pelade. Je m'arrachais des poignées de cheveux à 6 ans.
à un moment, je ne comprends pas comment on ne voit pas. Ouais. Et je pense que ça serait bien d'arrêter de se mentir et de dire qu'on manque de formation. Non, on n'a pas envie de regarder la réalité. La réalité, c'est que des personnes violentes, des personnes qui commettent des violences sexuelles, on en a partout. J'en ai probablement chez mes amis, chez mes collègues de travail. C'est quelque chose de majeur dans nos sociétés et il faudrait qu'on sorte du déni, en fait. Et c'est vraiment ça la première chose. Est-ce que c'est un déni ou est-ce que c'est ce principe qu'on considère que la vie privée, la vie intime reste un domaine secret où on doit être dans la discrétion? Parce que moi, j'ai déjà constaté quand j'exprime mon ressenti, parfois dans des cercles plus privés, ou quand je témoigne en tant que victime, qu'il y a des regards comme ça un peu interloqués de dire « Ah ouais, elle va quand même loin dans… » Alors que franchement, je raconte 10% de ce qui m'est arrivé, parce que d'abord, j'ai pas le temps, c'est pas ça que les gens sont venus chercher, je fais pas de la thérapie de groupe, mais je vois que même le fait de dire « Je suis victime de violence, je l'ai été », et même j'ai été victime d'agression sexuelle quand c'est le cas avec d'autres témoins, je vois que des gens, c'est panique à bord, quoi. C'est comment ose-t-elle le faire? Alors après, il y a souvent, c'est suivi souvent de ok, ça valait la peine d'écouter, mais c'est vraiment cette question de la sexualité reste un énorme tabou, que ce soit par rapport aux violences obstétricales, mais même aux questions de santé, et que beaucoup de gens considèrent que le fait d'en parler est quelque chose d'anormal, de dérangeant, et même qu'ils se permettent de coller une étiquette sur la personne, d'hystérique, des personnes qui exagèrent, etc. Il y a encore beaucoup de réactions comme celle-là que moi, je peux observer sur le terrain. Et est-ce que c'est pas le fait que ce soit une femme qui aborde le sujet de l'intime, de la sexualité? Parce qu'un homme va aller raconter ses ébats, ses conquêtes, on va le féliciter, on va, c'est bien, mais une fille va parler simplement de ses règles, ils vont être dégoûtés. Moi, j'ai moins… Oui, je pense qu'il y a encore de ça. Mais moi, c'est vraiment sur la trouille que les gens ont, comme tu disais, Laure. C'est que quand on met le sujet au milieu de la table, ça veut dire qu'on va devoir se regarder dans un miroir. Bien sûr. Et qu'on va devoir admettre que oui, un jour, on a forcé quelque chose. Que qu'on a vu quelque chose. Ou qu'on a accepté une agression. Ouais. Enfin, accepté. On a subi une agression, mais en ayant cette espèce de croyance qu'en fait, on était OK. Voilà, c'est où moi j'ai déjà eu aussi des relations sexuelles où après t'es dans l'accord, mais après c'est tellement nul parce que les gens sont justement pas du tout dans la réflexion du plaisir, du désir de l'autre, de comment on se sent. Donc t'es un peu face à un service minimum comme dans un car wash, quoi, et tu te dis en sortant de là, mais est-ce que j'ai pas laissé une partie de moi-même là-dedans, quoi, même s'il n'y a pas eu de violence au sens strict. Et donc c'est vraiment ce sentiment de vouloir refermer le couvert sur la casserole pour être sûr de ne pas se regarder en face. Moi, j'ai plus ce sentiment-là que de jugement parce que c'est une femme. Ça arrive. Hein. Mais c'est vraiment de dire, merde, ah oui, moi j'ai fait ça. Ah, moi j'ai subi ça. Et du coup, d'ouvrir la porte. Ah oui, c'est très confrontant. Et inconfortable. Ouais. Et le cerveau n'aime pas ce genre de situation. C'est ça qu'on préfère. Boucher les oreilles, fermer les yeux et on regarde pas. Oui, même si ça ne veut pas rentrer par le soupirail, ça rentrera par un autre endroit. Hein. Je pense quand on a vraiment vécu des choses compliquées. C'est vrai que ça me fait écho quand j'ai commencé à parler librement de ce que j'avais vécu, en partageant évidemment ce que j'avais envie de partager, jamais dans le trauma, dans les choses, les détails qui ne regardent pas. Ça met mal à l'aise. En fait, tout simplement, ça met mal à l'aise. Et au début, c'était très dérangeant pour moi, alors que maintenant, ça m'était égal. Et je pense aussi que je me suis créé un nouveau cercle, un nouveau entourage, assez militant, assez déconstruit. Donc, c'est des choses qui peuvent venir facilement sur le sujet. Mais c'est vrai que quand, de base, j'ai pris la parole, c'est parce que je me sentais seule, que je ne trouvais pas d'espace pour pouvoir déposer. Et parce que j'avais besoin que mon entourage me comprenne. Et ça rebondit un peu sur un sujet que tu disais, je pense, tout à l'heure, qu'on cherche à ce que l'entourage, comment ils peuvent nous comprendre, est-ce qu'ils nous comprendront vraiment. Et le fait, moi, d'avoir commencé à faire un peu un travail de psychoéducation sur les réseaux sociaux, déjà, ça me permettait, moi, de comprendre des choses, d'approfondir mes compétences.
Et à chaque fois, je montrais par exemple à mon compagnon, je lui faisais lire et du coup, je voyais qu'il pouvait comprendre, qu'il comprenait certaines réactions. Et ça s'est construit comme ça en fait. Parce que vraiment, je me rappellerai toujours, Arnaud, donc mon compagnon, m'avait dit « Tu sais Céline, il faudrait vraiment que les gens ils se mettent à ta place. Tu devrais des fois leur dire ce que tu me dis. » Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic et que je suis arrivée sur les réseaux sociaux. En fait, c'est parce qu'il m'avait dit ça, je me suis dit « Bah oui, je me sens seule, on ne me comprend pas, mais si je développe pas ça d'une certaine manière, bah, je me sentirais tout le temps comme ça. » Knee-jerk reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night, and I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crashing till the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. Une population qui est sensibilisée sera de facto moins mal à l'aise, moins dans le jugement. Et pourra détecter plus Et pourra facilement. détecter, évidemment. On reviendra tout à l'heure sur tout ça. Mais Ouais, c'est clair qu'on est aussi... Enfin, moi, j'ai à la fois de l'intransigeance et de l'indulgence. On est dans un moment de société où, en fait, la prise de conscience de l'aspect systémique et institutionnel des violences, notamment sexuelles, et des violences corporelles faites aux femmes, elle est extrêmement récente. Et quand tu regardes, en fait, notamment la courbe du changement de Kübler-Ross, les différents états, tu as l'état de déni, tu as l'état de tristesse. Et puis, en fait, on est dans une société du déni, ce qui est pour nous insupportable comme victime. Mais moi, j'essaie toujours de monter en dehors de la planète et de me dire, bon, enfin, tu vois, de regarder la situation de loin, de me dire au final, socialement, ce qu'on traverse, ça fait pas longtemps. On commence à avoir des séries télé, des films, de la littérature, en fait, qui... Et on a besoin de multiplier les langages pour parler de ça, pour rendre visible ça. Je vais dérouler un exemple que je fais souvent. Si c'est mal à l'aise, tu le couperas, mais je sais pas si vous... Enfin, je pense que vous le savez. Après la Shoah, nos sociétés, elles ont été dans un déni profond. C'est-à-dire quand les premiers survivants des camps d'extermination sont retournés, on ne voulait pas les croire. C'était extrêmement difficile. Simone Veil en a beaucoup parlé. Il y avait un vrai déni, un refus. On avait envie d'avoir un truc positif comme on a nous depuis mai 68. Non, mais maintenant les hommes et les femmes sont égaux. Non, mais la guerre est finie, c'est la paix. Et en fait, ça a pris plusieurs décennies pour qu'on soit capable d'entendre des témoignages de survivants des camps, pour avoir du matériau artistique, cognitif, des thèses qui en parlent et qui font qu'aujourd'hui, on commence à pouvoir digérer ce qui s'est passé, même si on est encore dans quelque chose de très manichéen, où on a l'impression que d'un coup, un pays entier se serait réveillé subitement contaminé par un virus de grande méchanceté, alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire, la dynamique sociétale, quand on voit ce qui se passe dans notre société, on se rend compte que c'est pas un sujet. Et pour moi, on est un peu là-dessus. Depuis MeToo, on est dans ce « Ah, waouh !» En fait, c'est une femme sur deux. En fait, ça arrive tout le temps. En fait. Et comment est-ce qu'on prend ça en compte ? Parce que ça dit quelque chose de l'être humain qui est profondément triste. Et comment est-ce qu'on fait avec cette banalité du mal ? Comment est-ce qu'on l'accepte pour la transformer ? Ça suppose du deuil. C'est pas facile, même pour moi en tant que victime. Moi, à l'époque où je me disais, y a des méchants qui m'ont violée, mais les autres, ils sont gentils. C'était plus confortable pour moi d'un point de vue cognitif. Aujourd'hui, quand je regarde l'ampleur des choses, ça me renvoie pas une bonne image de l'humanité, de mon humanité non plus. Mais d'un autre côté, je pense que si on a décidé de cheminer tous ensemble, c'est pour se transformer petit à petit. Donc,
Voilà, c'était juste pour... Oui, je sais mais pas si ça fait sens ce que je dis. Oui, tout à fait. Ben, ça en plus un écho énorme avec le contexte dans lequel on évolue à l'heure actuelle, avec la montée du fascisme, etc. Et le fait que une des principales cibles, notamment dans les économies qui sont faites dans les différents gouvernements où la droite et l'extrême droite sont au pouvoir, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est pas pour rien. Parce que en dehors du fait que ça reste un tabou, ça reste aussi un outil de régulation sociale. Régulation dans le sens négatif du terme, hein, pas se méprendre. Pour moi, la violence, c'est un outil de domination qui permet d'imposer des privilèges et des avantages financiers, de pouvoir et de jouissance qui sont toujours présents. Maintenant, effectivement, tout ça, c'est des grands mots. Hein, c'est des grandes analyses. Je ne pense pas que tout le monde ait encore eu accès à tout ça. C'est parce que nous, comme on baigne là-dedans, on a parfois l'impression de se répéter et qu'on a l'impression que l'information est arrivée. Mais en fait, si je suis payée pour le faire tous les jours, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Même si, moi je sais, on peut avoir une image très négative de l'humanité. Et je suis très privilégiée en fait, de travailler avec des groupes déjà militants à la base qui cherchent à se former sur la question. Ce n'est pas toujours le cas. Et j'y vois souvent beaucoup de bienveillance en fait, et de volonté de faire mieux aussi. À 90% chez des femmes. Parce que ça, s'il y a bien un truc qui me rend dingue, c'est que quand on dit non-mixité, ça s'excite chez les bancs masculins notamment, mais même chez les collègues masculins, en disant mais pourquoi moi je peux pas venir? Mais quand on parle pas de non-mixité et qu'on laisse ouvert à tout le monde, on n'a que des femmes. Ça, c'est vraiment le genre de situation qui me rend dingue. Mais c'est comme ça, il y a quand même de plus en plus de mecs, malgré tout, mais ils représentent 20%. Peut-être des gens qui viennent se former sur les questions de violence. Sauf quand c'est des responsables, et là on va pouvoir basculer tout doucement sur la question des solutions, enfin des choses à mettre en place. Je voulais juste rajouter une phrase. Vas-y, je t'en prie. Pour la métaphore que je viens de dérouler sur les camps d'extermination, je ne suis pas du tout dans des comparaisons de est-ce que se faire violer serait aussi grave que d'être passé par un camp. C'est pas du tout des comparaisons qui m'intéressent. Je prenais juste la métaphore d'un processus social de déni qui a mis, alors que c'était quelque chose de factuel, prouvé, extrêmement grave, qui a mis plusieurs décennies à se déployer. Voilà, c'était juste... Oui, tout à fait. Oui, pas de souci. Moi, je voulais tout doucement aborder la question de la mise en place des solutions, des actions à tous les niveaux. Demain, on aura toute une journée d'études au sein du CEPAG et d'AFICO pour en discuter avec un public assez large. Mais... on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement du podcast. On arrive aussi à un stade où on est un peu action-réaction. Hein. Les analyses, c'est hyper intéressant. Il faut continuer à le faire. Et il y a plein de gens qui le font très, très bien. Mais les victimes, elles ont besoin de solutions. Elles ont besoin d'aide. Elles ont besoin de moyens. Alors, sur les moyens, on vient en dernier. On est d'accord qu'on n'est pas dans une super... on n'est pas dans des conditions idéales. Mais tant pis. Allons-y. Je vous invite à partager avec les auditeurs et les auditrices ce que vous pensez être vraiment primordial. Donc, on va commencer d'abord d'un point de vue du quotidien. Je vais au travail, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez une collègue. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quels sont les réflexes qu'on devrait tous et toutes avoir? Poser les bonnes questions. Comment tu te sens? Est-ce que tu vas bien? De quoi as-tu besoin? Je pense que c'est la base de pouvoir amener une oreille attentive. Ouais, et même moi, si j'essaye, parce que du coup, moi, j'anime pas mal de formations à l'écoute active et l'intelligence émotionnelle, c'est même d'accepter, en fait, de verbaliser. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que t'es fragilisé en ce moment, que ça va pas trop. J'ai pas d'injonction à ce que tu m'en parles, j'ai pas besoin d'être rassurée. En revanche, je veux que tu saches que je suis là. C'est-à-dire que si tu as besoin d'en discuter, déjà je peux t'écouter. Si tu as besoin de penser des solutions, j'aurai pas réponse à tout, mais en tout cas, moi je suis OK pour être en soutien, tu vois. Ah non, mais pas du tout, ça va. Et dans ces cas-là, très bien. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment d'apprendre, on sent quand les gens vont pas bien. Et en fait, d'accepter de dire qu'on parle de soi, de dire voilà, moi j'ai cette perception en ce moment, quand je te regarde, je ressens quelque chose et que je n'interprète pas, mais je ressens ça et je veux que tu saches que je suis là. Peut-être qu'on a tort, mais en tout cas, je pense que déjà parler de ses perceptions et pas de jugement
Pas parler avec le fameux tu qui tue, comme on dit en communication non violente, ça peut être une façon de faire. C'est très beau ce que tu dis. En fait, moi, on me dirait ça. Je crois qu'on m'a jamais parlé de cette manière-là. C'est parce qu'on s'était pas connus avant. Non, mais ce que je veux dire, en fait, on devrait tous avoir cette capacité de s'exprimer de cette manière-là. On amène les choses autrement, avec de la douceur, de la bienveillance, et pas avec des injonctions. On n'est pas en mode je vais te tirer les verres du nez, quoi. Donc tout le monde devrait être comme toi. Moi, j'ajouterais aussi la patience, parce que c'est pas parce qu'on a parlé une fois à une personne qui a un problème qu'elle va venir nous déballer tout son paquet cadeau et cadeau avec, et qu'on va trouver des solutions. Je pense qu'il y a aussi une volonté d'efficacité qui est tellement présente dans notre manière de considérer, de vivre nos vies. Bonjour le capitalisme. Et que donc, je constate même des réactions comme celle-là, et je peux en avoir aussi, je me mets dans le tas, de vouloir absolument trouver des solutions tout de suite et des solutions définitives qui amèneront vers un bonheur merveilleux. On a sauvé la victime, ce qui est aussi la position de sauveur à laquelle il faut faire très attention parce qu'elle est souvent en fait infantilisante pour la personne en face et peut être dangereuse pour la personne qui décide d'être ce preux chevalier. Et donc moi c'est vraiment la patience, parce que souvent ce qu'on constate c'est quand il y a une victime notamment de violence intrafamiliale, on lui parle, elle s'exprime et puis il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a pas de démarche particulière, parce qu'elle n'est pas prête, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Et il y a un abandon. Ah ben oui, c'est un peu comme les gens qui me disent « Ah mais j'étais une manif une fois et ça n'a pas changé le monde. » Ben non, moi j'en ai fait plus de 200 dans ma vie. Et ça n'a pas encore changé le monde parce que c'est des processus lents ou parfois extrêmement rapides. On peut être parfois très surpris, mais en général c'est un processus lent. Parce que une victime qui s'exprime ne se considère parfois pas elle-même comme une victime à ce moment-là. Elle se considère juste comme quelqu'un qui a quelque chose de compliqué et ne s'identifie pas comme étant une victime de violence. Donc ça, c'est vraiment aussi un message à faire passer, c'est la patience et ne pas lâcher. Ouais, alors après, il y a la patience, mais il y a aussi, pour le coup, tu parles d'une collègue où tu sens que qu'il se passe des trucs, il y a en parler, il y a voir, mais... Moi, je pense qu'il faut faire attention, pour le coup, de ne pas entrer dans une relation, tu parlais de sauveur, de connaître aussi ses limites. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, moi, je sais qu'aujourd'hui, dans une situation comme ça, ma collègue, je pourrais discuter avec elle, on pourrait aller boire quelques cafés, je pourrais avec bonheur l'aider parce que moi, du coup, mon néocortex, il fonctionne mieux qu'elle puisque je ne suis pas en situation de trauma, donc l'aider à trouver la bonne asso, une assistante sociale, un psychologue orienté, mais pas prendre ce rôle-là. Parce qu'en fait, très rapidement, on se retrouve dans la reviolentation quand on veut aider, c'est-à-dire, tu parlais d'efficacité, on écoute une fois, 2 fois, 3 fois, c'est lourd à entendre, et en fait, on finit par en vouloir à la victime de ne pas s'en sortir. Et pour moi, c'est aussi important de pas... Je pense qu'en tant que proche, on peut être détecteur d'alerte, on peut justement se dire, la personne, elle n'est pas capable de penser, non pas parce qu'elle est con, mais elle n'est pas capable de penser parce qu'en fait, quand on est dans des situations de trauma, on sait très bien que le processus cognitif il n'agit pas sur de la structure. Moi, je peux apporter de la structure, je peux l'aider à faire baisser, éventuellement, je peux dépanner du fric, une fringue, mais voilà, il faut aussi faire la part des choses entre une paire aidance, une aidance professionnelle qui sont des choses structurées et des relations de collègues, d'amour, d'amitié, de tout ce qu'on veut, de vouloir aider. Et en fait, quand on donne trop, on génère une dette chez l'autre et on finit par lui en vouloir. Donc voilà, c'est aussi de pas, je pense, parce que moi, j'ai pu le vivre en tant que victime quand j'étais plus jeune, de vouloir aider des victimes de viol et de, au final, finir un peu par être agacée parce qu'elles n'étaient pas assez résilientes. Oui. Moi, j'étais complètement dissociée, j'avais l'impression d'être résiliente, mais donc c'est toujours aussi, je pense, se dire bien être à l'écoute de sa propre limite parce que ça peut être des chemins. Voilà. Ça me fait penser justement, j'ai rencontré une de mes abonnées hier et qui m'a posé la question comment tu fais, Céline, parce que tu dois recevoir plein de messages, plein de témoignages, plein de demandes d'aide. Et sur le moment, je ne savais pas trop quoi répondre parce que déjà j'étais fatiguée, j'avais monté toute la journée une vidéo. Mais en fait, comme dit Laure, il y a aussi la question des limites. Et moi, c'est vrai que je suis en première ligne pour récolter des témoignages, mais la posture que je vais prendre ne va pas être celle de la sauveuse. Je vais toujours dire, de quoi as-tu besoin ? Est-ce que tu as besoin d'une adresse, d'une assoce ? Est-ce que tu as besoin d'un psychologue, d'un avocat ? Et c'est ça que je peux donner.
quand j'ai la disponibilité émotionnelle, évidemment, j'écoute, je partage avec la personne, mais je ne suis pas là en mode je vais vous sauver, parce que c'est d'abord moi. Je dois continuer de me sauver, continuer de me réparer, continuer de fonctionner. Donc je peux apporter des outils, des outils, des ressources, mais je ne peux pas prendre la charge de la souffrance de l'autre. Alors, c'est pas toujours évident, mais je pense que mon expérience personnelle aussi, comme Laure, fait que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où j'ai pris trop. J'ai déjà accueilli des personnes chez moi où il y a eu beaucoup de conséquences négatives. Donc maintenant, chacun chez soi, Dieu pour tous. C'est hyper important de connaître ouais. ses limites, oui, tout à fait. Et même moi qui travaille là-dedans, vous aussi, c'est un cadre qui n'est pas trop discuté chez nous parce que comme on fait de l'éducation permanente et que c'est plutôt des propositions de projets, d'actions à mener avec un public adulte qui est autonome, le cadre, il n'est pas discuté comme on peut l'avoir dans les métiers d'assistante sociale, de psy, etc. Parce que ça s'est construit un peu de lui-même, ce secteur-là, on va dire. Mais pourtant, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi de connaître les limites et effectivement, notamment mes limites de compétences. C'est-à-dire de dire, moi, je récolte, je réoriente direct. Par contre, deuxième étape, on réoriente. Mais où ? Parce que quand les services ferment, quand les services ont la moitié de leur personnel en burn-out, que les initiatives ne sont plus financées par les pouvoirs publics, alors moi, avec un public notamment sans papier, on y est confronté depuis un paquet de mois. Mais ici, ça va arriver avec les mesures du gouvernement Arizona. On va avoir plein d'endroits qui ne seront plus accessibles. Et on ne peut pas lutter contre les violences si on n'a pas des services publics forts et des services du secteur associatif qui sont financés. Ça, on peut pas. Enfin, il y a ça, donc ça, c'est vraiment une question. Mais alors, il y a aussi la formation des intervenantes et intervenants. Je l'ai déjà expliqué dans un autre épisode où j'interviewe Annie, qui est psychologue féministe et qui s'est spécialisée dans l'accompagnement général des femmes, mais particulièrement des victimes de violences, parce que elle, comme moi, on a été confrontés, soit par l'intermédiaire de personnes qui nous ont demandé de l'aide, soit en tant qu'utilisatrices, à des psys culpabilisantes qui nous disaient que, mais vous savez, si votre ex-violent était avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il ne serait pas violent. Et c'est moi qui ai fait une animation de 1 heure avec ma psy, qui n'est plus ma psy, sur les violences en disant, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire ? Vous êtes en train de me responsabiliser par rapport au fait que mon ex est quelqu'un de violent au quotidien et je suis sa 4e, 5e victime, très probablement parce qu'on ne sait pas tout. Et donc, en fait, quand même, tu aurais été la seule. Oui, bien comme sûr. Les gens qui tapent leur gamin en disant, mon gamin, il est hyperactif. D'accord, mais tu ne dois pas le taper, en fait. Exactement, tout à fait. Mais ici, elle insistait sur le fait que s'il était avec une autre femme, non, visiblement, on a tout droit à notre épisode de violence. Ce comportement-là, ce que tu décris, c'est très banal. Tout le monde, en tant que victime, est un peu dans une errance comme ça de trouver un professionnel qui vraiment est formé, adapté, déconstruit. Et il y a des listes internes qui circulent, justement, des listes noires comme ça, de professionnels à ne pas suivre. Mais si tu n'as pas accès à cette liste-là, le problème, c'est que tu... Là, je pense que, en fait, pour moi, c'est des temps différents. C'est-à-dire, quand tu es au stade, on reprend l'exemple où tu vois qu'une collègue va pas bien, en fait, c'est pas... Elle est en danger, elle n'a pas besoin d'un psychologue, elle n'est pas dans cette situation-là. En fait, elle a plus probablement besoin d'une orientation. Et tu vois, un truc que moi, j'aime bien faire dans ces cas-là, parce que moi, on me déballe beaucoup on me déballe, d'ailleurs, j'aime pas ce mot, parce que moi, je l'accueille comme... Je suis honorée qu'on me partage des choses. Et d'ailleurs, souvent, je le dis, je suis honorée de la confiance que tu me témoignes. Et est-ce que tu attends quelque chose de moi ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? En général, la plupart, et je pense que c'est aussi ton cas, des personnes ont envie de se sentir reconnues comme elles t'ont reconnu dans ce que tu as partagé sur ton vécu. Et parfois, ça va être peut-être juste accompagner au commissariat et pas lâcher, en fait. Montrer à l'agent de police qui recevra la plainte qu'en fait, il y a quelqu'un qui n'est pas dans un état de détresse émotionnelle et qui va rester avec elle, lui apporter un café, une clope, un sucre, un paquet de fraises tagada, peu importe. C'est juste ça. Après, le travail de trouver un psychologue sur la suite, pour moi, en fait, il y a l'état d'urgence dont il faut sortir et puis ensuite, il y a le parcours de réparation. Et là, en effet, ça prend du temps de trouver... la méthode, la personne, le thérapeute formé ou d'autres. D'ailleurs, il n'y a pas que les thérapies psy qui te correspondent. Il y a des listes noires, mais il y a aussi de plus en plus de listes de psy féministes. En tout cas, en France, les plannings familiaux en ont.
des psys formés à ça. Il y a encore un peu de réseau associatif. Il y a heureusement les réseaux sociaux où on va trouver des choses comme ça. Mais pour moi, c'est un temps 2. Oui, Tu mais vois, justement, ouais. c'était ça. On passe au temps 2. À partir du moment où c'est des professionnels qui doivent intervenir par rapport aux victimes, que ce soit gynéco, police, avocate et psychologue et tout autre métier, assistante sociale. En tout cas en Belgique, des constats que moi je peux faire sur le terrain, je ne sais pas si Céline pourra faire le même, mais c'est qu'on a un déficit de formation qui commence tout doucement à être comblé parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises notamment au niveau des provinces, parce que les provinces en Belgique sont encore chargées de une coordination de la lutte contre les violences. Et donc, je vois qu'il y a pas mal de choses qui passent dans les mails, avec des formations, etc. Bon, moi, je ne sais pas forcément aller, mais voilà. Mais c'est loin de couvrir l'ensemble des professions qui ont un rôle à jouer dans le processus. Et ma crainte, c'est que ce processus s'arrête parce qu'on manque de financement et de volonté politique, mais aussi parce que il est important de se poser la question de dans quel contexte et de quel bord politique et dans quelles valeurs évoluent certaines professions aussi. Et je pense que ça, c'est un peu difficile parfois, en tout cas en Belgique, de dire que le milieu médical, quand on parle des médecins et quand on parle des personnes diplômées à l'université, elles sont souvent issues de milieux socioculturels relativement confortables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne subissent pas de violence, ça veut dire pas qu'elles n'en appliquent pas, mais que leur sensibilité par rapport aux questions sociales et aux questions sociologiques de lecture globale, structurelle, systémique, c'est compliqué. Enfin, voilà, moi je sens que ça coince, pas toujours, mais ça coince quand même. Au service d'aide aux justiciables, donc, où je suis bénévole pérédante, ils donnent les formations détection, prise en charge et orientation des victimes, donc DPO. J'ai suivi cette formation, je vais pouvoir la donner et l'objectif, donc pour le moment, c'est donner aux professionnels de première ligne, donc qui ne sont pas spécialement confrontés, qui ne sont pas spécialisés dans les violences intimes. Et l'objectif qu'on va avoir dans ces prochains mois, prochaines années, c'est également de donner ces formations aux magistrats, aux avocats. On a un projet avec le bâtonnier de Verviers et plus tard aussi, ce serait vraiment la donner en fait aux personnes de la société civile, donc les personnes lambda. Et c'est vraiment pouvoir contextualiser, apporter des pistes et des outils justement pour comment réagir dans l'urgence et puis comment réorienter, quels sont les signes de violence chez un enfant, chez un adulte, dans quel contexte. Donc c'est quelque chose de super porteur, je trouve. Et tu sens que l'accueil est bon ou est-ce que tu sens qu'il y a du travail quand même de lobbying à faire pour que ça avance ? En tout cas, au niveau de l'arrondissement de Verviers, il y a vraiment un intérêt qui se manifeste, mais je sais que l'outil des PO n'est pas donné qu'à Verviers. Ça a été construit, je ne sais plus avec quel service, mais ça a été construit de manière plus haute et ça se développe un peu partout et chacun s'approprie un peu l'outil en fait. Et moi, par exemple, l'expertise que je peux amener dans cet outil, on va pouvoir encore amplifier, en fait, enrichir voilà, le contenu, la formation. Et donc, ça se construit, ça évolue en fonction des échanges, des expertises. Et c'est chouette. Une collègue et camarade de lutte qui est présente dans le secteur des luttes contre les violences depuis plus de 30 ans me disait qu'elle avait constaté des vagues up and down régulières dans la mise en place des mesures, des plans politiques, des services qui ouvrent, qui ferment en fonction des hommes et femmes politiques qu'on a élus. Elle a vu vraiment les choses parfois avancer très fort et puis reculer. Et elle me dit, il faut qu'on tienne et qu'on continue à mettre des choses en place, même si c'est en tant que bénévole. Il y a évidemment la question de la subsistance au quotidien qui est évidemment interpellante. Il faut quand même à un moment donné manger. Mais elle dit, il faut qu'on tienne parce qu'on ne sera jamais aidé que par nous-mêmes. Vraiment avoir cette volonté de tenir et de garder la ligne d'horizon, même quand on est dans des vagues où on sent qu'on est moins soutenu, voire pas du tout, voire même combattu. Et ça, je trouvais que c'était hyper inspirant pour moi de voir quelqu'un qui observe ça depuis longtemps et qui dit il faut tenir parce qu'il y aura toujours un moment donné où on arrivera à remettre des choses en place, peu importe où on le fait. Moi, je suis hyper d'accord et c'est souvent quelque chose... C'est vrai qu'en ce moment, les temps sont durs pour l'associatif, je pense en France et en Belgique, et du coup, ça nous dévitalise parfois.
moi, j'ai la chance de faire partie d'un collectif du planning familial de ma ville. Et il y a une nana qui a 76 ans, qui est une des plus anciennes, qui a fait partie de cette époque où elle pratiquait, elle n'est pas personnel médical, mais elle a pratiqué des avortements clandestins. Et on se posait la question elle me dit, mais en fait, si demain, il faut repratiquer des avortements clandestins, on le fera, nous, les femmes. C'est pas son souhait, c'est le souhait de personne. Mais moi, je pense que chaque femme qui décide que c'est pas OK, en fait, d'être violée, ça veut pas dire qu'elle va changer de sa vie, mais qui prend conscience d'eux, en fait, ça, c'est cranté pour toujours. Ils peuvent enlever tous les budgets, c'est cranté pour toujours. Quand tu as pris conscience du fait que tu étais victime de violence, des impacts que ça a, et que tu décides que plus, c'est pas un truc on-off. En tout cas, tu vas regarder ça chez ta fille, chez les amis de ta fille. Donc, moi, en fait, ce qui est en train de se soulever, ils peuvent couper tous les budgets de la Terre. Je veux dire, on s'organisera autrement. Tu vois, les réseaux de résistance, ils s'organiseront autrement. C'est clairement pas ce qu'on souhaite. Mais par contre, je ne crois absolument pas que les coupes budgétaires nous empêcheront d'eux. Clairement pas. J'en suis convaincue. Je vois trop de femmes, de militants, de militantes autour de moi qui ce sera pas confortable, mais par contre, ce sera tenu. Clairement, ce sera tenu. Et j'en suis convaincue. Et moi, je trouve que même si, et je suis la première à militer pour plus de moyens, etc., mais en fait, à un moment, on attend. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est lutter contre la dominance. On attend de gouvernements dominants de donner les moyens d'eux. Et donc, en fait, il faut qu'on arrive, et c'est très dans l'injonction ce que je dis, moi il y a des jours j'y arrive plus que d'autres, mais à se dire, en fait, mon élan, il se constitue sans ça. Si ça vient renforcer mon élan, tant mieux. Mais ça ne doit pas m'empêcher de l'avoir. Ouais, tout à fait. M'empêcher de l'avoir, ou même je ne dois pas m'interdire de le mettre en œuvre si j'ai pas de structure derrière. Tu vois, par exemple, les formations dont tu parles, mais moi j'en vois plein, même des formations online, ou la formation implicite qu'on fait. Là, cet échange à nous trois, il nous fait toutes les trois monter en compétences. En fait, on monte en compétences. On monte en compétences sur... Il y a un peu de connaissances en dur, tu vois, les structures, les lois, mais en fait, on monte en compétences sur notre niveau de conscience, notre niveau de qualité de relation à l'autre quand elle est victime de violence. Et en fait, ça, tu peux pas revenir en arrière. Donc, moi, là-dessus, j'ai pas peur, quoi. J'ai envie qu'il y ait de l'argent, j'ai envie que ça change plus vite parce que ces moyens ils font changer plus vite, mais par contre, le retour en arrière, j'y crois pas. Je ne le souhaite pas, et force à nous en tout cas, parce que je pense aussi que collectivement, on peut être très fiers de la force qu'on a en nous pour continuer coûte que coûte à avancer et à finalement, parfois ou pas, élever un humain, ou en tout cas, peu importe son âge, si c'est notre gosse ou pas, aider d'autres humains à avancer. Vers quoi ? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on devrait se féliciter un peu plus souvent. Et voilà. Je propose qu'on stoppe là sur la question des violences, parce qu'on a déjà... On pourra en parler pendant 3 jours. Mais voilà, je pense qu'on a déjà pas mal. Je propose qu'on fasse une petite pause. Merci d'avoir écouté cet épisode des Red Flagueuses. Alors, comme d'habitude, en barre d'infos sur les différentes plateformes, vous retrouverez les outils que nous utilisons au quotidien pour lutter contre les violences, dont le violentomètre. Vous retrouverez bien évidemment le lien vers le livre de Laure et les réseaux de Laure, et surtout celui de Céline qui produit régulièrement du contenu didactique extrêmement intéressant sur la question des violences. Je vous invite évidemment à liker, commenter et partager mon travail, parce que sans ça, pas de visibilité sur les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas comment faire, demandez-moi. Vous pouvez soutenir les Red Flagueuses en participant au Tipeee. Donc le principe, c'est de soit de verser une fois une petite somme, soit d'en donner une tous les mois en fonction de vos moyens. Vous pouvez également acheter notre marque-page au prix de 5 € ou la carte postale qui vient de sortir au prix de 2 €. Je voudrais, avant de conclure définitivement, remercier Laure et Céline. Cette rencontre derrière le micro a été importante pour moi, a été très précieuse, et je pense que la qualité des informations partagées ce jour est vraiment porteuse de changement. Je voulais aussi vous souhaiter les meilleures fêtes de fin d'année possibles. On se retrouve en janvier avec un épisode particulier. Ce sera un épisode spécial kit de survie du militant et de la militante, parce qu'on va en avoir besoin. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, et gardons cette petite flamme au fond de nous. Protégeons-la. À bientôt.